Je vais à présent présenter donc Andrés Christol, professeur émérite à l'Université de Neuchâtel, où il a dirigé pendant de nombreuses années, on peut dire quand même, plus de 20 ans, le Centre de dialectologie. C'est un spécialiste de la diversité linguistique de la Suisse. Il avait fait une thèse sur les grisons, une région particulièrement plurilingue, et sur les problématiques des contacts de langue. Et donc, il vient aujourd'hui, nous le recevons aujourd'hui au Guelph pour cette monumentale histoire de la linguistique de la Suisse romande, qui est en un seul volume, paru chez Alifi, aux éditions Alfil, pardon, la deuxième édition actualisée en un seul volume, des 3 volumes parus l'année dernière, il y a 2 ans. Et la troisième ce printemps. La troisième édition qui est là. Voilà. Alors voilà, c'est ça. De cette histoire qui était initialement parue aux presses de l'Université de Neuchâtel, c'est ça? Non, c'est les presses Alfil, en 3 volumes, voilà. Donc là, on a une somme sur l'histoire linguistique de la Suisse romande. Et je voudrais aussi indiquer, donc, Andrés Christol est spécialiste aussi naturellement de la dialectologie franco-provençale, de la toponymie également, avec un dictionnaire. Je crois que vous êtes le principal maître d'œuvre. J'étais le directeur du projet. Des dictionnaires des noms de communes suisses, puisque la toponymie est une source considérable d'investigation sur les origines du lexique en général. Et vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Vox Romanica. J'ai été. Voilà. J'étais pendant longtemps. Alors, on va peut-être partager l'écran et je vais... oui, le partage a disparu. Alors, je vais peut-être... Partager. Ah oui, il est là-haut. Oui. Il est là-haut. Partager. Alors, ça, c'est... On va enlever le... Oui, votre... Quoi? Sur le bureau. Ben oui, il est sur le bureau, mais on ne le voit pas. Si vous prenez simplement... S'il est là à côté, regardez. À côté de ce... Notre application, si, pour le partage d'écran, je peux simplifier sur le desktop. Je ne le vois pas, le document. Il est dessous. Vous voyez? Non. Vous voyez encore KU Level, il est en dessous de votre fenêtre. Comment je vois bien. Mais je pense que si tu cliques ici et tu fais partager. On va déjà fermer celui-là parce que là, je crois qu'il y en a déjà un d'ouvert qu'il faut effectivement enlever. Mais je ne vois pas le bureau. Là. Oui, d'accord, mais là, on n'apparaît pas là. C'est le desktop, c'est le terme anglais pour bureau, non? Il n'est pas à droite. Oui, mais est-ce que ça va partager? C'est bon. Voilà. Donc, affichage. Et voilà. Nous y sommes. C'est pas encore la bonne. C'est ici. Ah. Non. Oui, mais voilà. Il a mis une lenteur, oui. Et voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup encore d'être venu. Bonjour et un grand merci à Gilles Soufi de me permettre de vous présenter mon dernier bébé. Enfin, le prochain est encore en gestion. Le bébé, celui-là, donc il a vu le monde en 2023 et la 3e édition avec quelques petites actualisations apparues ce printemps. Si vous êtes intrigué par l'illustration de la couverture, voici la clé de l'énigme. C'est le texte d'une inscription votive gauloise, une des très rares inscriptions gauloises qui sont connues en Helvétie. Elle est consacrée au dieu forgeron, Gobano. Pour Dobnoredo, la traduction n'est pas tout à fait certaine. C'est probablement Gobano qui a la terre comme chariot. Et cette inscription donc se trouve sur une plaquette en étain que vous voyez en bas à gauche, l'original, qui a été découverte en 1984 sur le site archéologique gallo-romain qui se trouve au nord de la capitale helvétique actuelle, donc au nord de Berne. D'après son inscription, cette plaquette a été offerte par la population ou par un individu
de la ville gauloise, puis gallo-romaine de Brenodurum, Brenodor, située dans la vallée de l'Ar. Nantes, c'est la vallée, Aror, c'est l'Ar. Cette ville a été abandonnée vers la fin de l'Antiquité. On ne connaît pas les raisons de cet abandon. J'ai une hypothèse, mais je ne peux pas l'étayer, manque de documents. Je pense en particulier à la peste justinienne du VIe siècle. Les survivants auraient quitté la ville et reconstruit à côté. Comme vous le voyez, cette inscription est en caractère grec, comme il se doit. On sait que les Gaulois ont appris l'alphabet grec au contact avec les Grecs de Marseille, et elle a tout simplement plu au graphiste qui a créé la couverture de mon livre. Bon, revenons à l'essentiel. Il est évidemment impossible de vous faire en quelques minutes la synthèse d'une histoire linguistique de plus de 2000 ans et un bouquin de quelques 900 pages qui est une sorte de synthèse de presque 50 ans de recherche qui m'a pris près de 2 ans pour la rédaction. Face à cette masse d'informations, je vais être obligé de me limiter à quelques grandes lignes, quelques flashs, si vous permettez, pour essayer de vous montrer quel peut être l'intérêt de cette histoire linguistique consacrée à une seule région pour celle du français en général. Pour les détails indispensables, je suis évidemment obligé de vous renvoyer au texte imprimé. En fait, au cours de mon activité professionnelle, mes étudiantes et étudiants m'ont souvent demandé si je pouvais leur recommander un ouvrage de synthèse qui retrace l'histoire linguistique de la Suisse romande, et je devais régulièrement leur répondre qu'un tel ouvrage n'existait pas. Ils m'ont demandé aussi plusieurs fois pourquoi je ne l'écrivais pas moi-même. Et je me suis toujours justifié en en leur expliquant qu'il était impossible à un chercheur individuel de maîtriser tous les aspects de notre histoire linguistique, qu'il faudrait donc rassembler une équipe et que je n'avais tout simplement ni le temps ni les moyens de le faire. Et effectivement, il a fallu que je parte à la retraite et surtout qu'intervienne l'épidémie du Covid en 2020 qui nous a confinés à la maison, parenthèse dans l'usage courant, en Suisse romande, Covid est masculin. Enfin, la parenthèse. À ce moment-là, ma femme m'a dit tu devrais en profiter pour ranger un peu ton bureau, où s'entassaient des manuscrits de mes cours et de mes conférences, toujours bien rangés dans des fours, tout de même. Four est encore un helvétisme pour désigner des chemises en papier ou en plastique transparent servant au classement des documents. Là qu'on fourre la paperasse. Quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai constaté qu'il y avait là la matière du bouquin que voilà. Il a suffi que je comble quelques petites lacunes pour rendre l'ensemble un peu plus cohérent. En revanche, je n'ai toujours pas pu rassembler une équipe. Toutes les faiblesses du présent ouvrage sont donc de mon cru. Mais je me suis tout de même appuyé sur de très nombreuses études ponctuelles, une bibliographie de près de 800 titres. On cite souvent un proverbe africain qui dit que dans une culture de tradition orale, lorsqu'un vieillard meurt, il y a une bibliothèque qui brûle. En ce qui me concerne, comme je vis dans une culture de tradition écrite, je dois avouer que je me suis senti réellement soulagé quand j'ai eu le livre entre mes mains. Dans mon cas, une bonne partie de ma bibliothèque mentale ne va pas brûler quand je devrais m'en aller. Je précise aussi que ce livre est typiquement un ouvrage de vieux. Un jeune chercheur est parfaitement capable de réaliser des études très précises, très poussées, consacrées à des thématiques particulières, mais je pense qu'il faut être vieux pour pouvoir réaliser ce genre de synthèse. Mais entrons dans le vif du sujet. Linguistiquement, la Suisse romande n'est qu'une petite partie, région périphérique de la francophonie européenne, et à beaucoup d'égards, c'est une sorte de terra incognita. On entend parfois l'anecdote du voyageur français qui descend du TGV à Genève ou à Lausanne et qui s'étonne qu'on y parle couramment le français. Et j'en veux pour preuve l'ouvrage de référence d'Anthony Lodge de 1997, Le français, histoire d'un dialecte devenu langue. Un ouvrage qui véhicule de nombreux concepts théoriques très intéressants, mais qui est malheureusement criblé d'erreurs factuelles. Par exemple, on y cherche en vain
la Suisse romande et la Belgique francophone sur la carte des dialectes, alors que les parlers de la Wallonie et de la Suisse romande sont aussi gallo-romans que la plus grande partie de la France actuelle. En fait, comme le laisse même deviner cette carte incomplète, linguistiquement, au niveau des parlers gallo-romans historiques, notre région se situe à l'intersection des deux grandes régions gallo-romaines de l'Est, avec le franco-provençal au sud et le franc-comtois, qui est un parler d'Oïl au nord. Toujours selon le cher Lodge, on trouve aussi une carte selon laquelle le roi de France serait devenu maître de toute la Suisse occidentale à la paix de Nimègue-Nijmegen de 1678, alors que la Suisse romande, comme toute la Suisse, n'a jamais fait partie du royaume de France. Terre d'empire à l'origine, depuis le partage de l'empire de Charlemagne par ses petits-fils, elle s'est détachée, elle est devenue indépendante de l'empire au traité de Westphalie en 1648. Face à une telle ignorance et de telles absurdités, il m'a semblé que proposer une histoire linguistique consacrée à la Suisse occidentale n'était pas tout à fait inutile. En fait, les seuls petits bouts de la Suisse romande, Genève et le Jura, ont effectivement été annexés à la France pendant une vingtaine d'années, à partir de 1792 à 92 pour le Jura, 98 pour Genève, jusqu'à la chute de Napoléon. Donc, ce que j'ai surtout essayé de faire en rédigeant mon texte, c'est de tordre le cou à certaines idées toutes faites sur l'histoire linguistique de notre région qui ont la vie dure, surtout parce que la documentation disponible est mal connue. Bon, il faut que j'en convienne. Comme je viens de le dire, la Suisse romande est une région marginale du monde francophone européen, minuscule par rapport à la France. Elle n'est certainement pas le nombril du monde, mais tout de même. Elle couvre un petit quart, exactement 23% de la superficie de la Suisse, qui est un petit pays également. Elle a une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants, dont l'immense majorité est francophone, avec le français comme langue maternelle. Mais ce tout petit pays a joué un rôle considérable dans l'histoire du français en Europe, surtout à partir du XVIe siècle et à la suite de la réforme protestante qui a fait de Genève un centre majeur de l'enseignement et de la propagation du français, en particulier pour les pays protestants du nord de l'Europe, l'Angleterre, les Pays-Bas, les régions protestantes de l'Allemagne et au-delà, grâce au grand nombre d'étudiants de tous les pays venus étudier à Genève et grâce à un grand nombre d'enseignants, de précepteurs, de gouvernantes originaires des pays romans qui ont été engagés dans des bonnes familles pour enseigner le français aux enfants un peu partout en Europe. Selon une étude récente, assez récente, 93, au cours du 19e siècle, le petit canton de Neuchâtel, qui comptait 50 000 habitants en 1800, 120 000 habitants en 1890, ce petit canton a vu partir entre 7 000 et 8 000 précepteurs, gouvernantes et autres institutrices et instituteurs, une moyenne de 70 à 80 par année. C'est énorme. Je reviendrai encore à cette question dans un petit moment. Historiquement, la Suisse romande est un pays de langue latine depuis la conquête romaine qui commence en 58 avant Jésus-Christ, au début de la guerre des Gaules de Jules César. En réalité, on le sait, le gaulois n'a pas disparu à ce moment-là et la Gaule est restée bilingue ou plutôt diglossique pendant plusieurs siècles encore. J'ai d'ailleurs consacré un petit chapitre à la question de savoir jusqu'à quand le gaulois était parlé chez nous, en particulier pour tordre le cou à une légende linguistique mise au monde par le linguiste suisse des années 1930, Johannes Hubschmid, une théorie souvent répétée de manière trop peu critique par de nombreux auteurs, selon laquelle dans certaines vallées alpines, le gaulois se serait conservé jusque vers le Xe siècle, voire même au-delà. C'est une hypothèse qui ne tient pas la route, ne résiste pas à l'examen face aux faits linguistiques.
Le gaulois s'est éteint chez nous avant la fin de l'Antiquité et toute la population a été romanisée. D'après le constat linguistique disponible, surtout en toponymie, le premier peuple germanique qui s'est installé chez nous, et je dis bien qui s'est installé chez nous parce que de manière tout à fait paisible, sous le contrôle des autorités de l'époque, et à ce sujet, les historiens nous disent et nous répètent qu'il faut complètement abandonner la notion erronée d'invasion germanique ou d'invasion barbare. Donc, en 443, le premier peuple germanique arrivé chez nous, c'était des réfugiés de guerre, les Burgondes. Ils n'ont certainement pas pu rencontrer les derniers restes d'une population qui aurait encore parlé gaulois. On peut le prouver sur la base des documentations toponymiques. Notre région est donc devenue latine et les réfugiés burgondes, à leur tour, se sont assimilés en 3-4 générations tout au plus. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons devenus une région linguistiquement française. Dans toutes les régions indiquées en vert sur cette carte, Savoie, Lyonnais, Forêt, sud du Jura français et Vallée d'Ausque, et la plus grande partie de la Suisse romande, la langue gallo-romane qui s'est développée, c'est le franco-provençal, qui s'est formé dans le cadre de la dialectalisation du latin en Gaule vers le 5e, 6e siècle, contrairement à ce qu'on lit dans la plupart des manuels publiés avant 2000, le franco-provençal est aussi ancien que les différentes formes de la langue d'Oïl ou de l'occitan. En fait, cette carte qui a été établie sur la base du constat dialectologique moderne, mais il a été démontré par Colette Dondenne, en particulier par Jean-Pierre Chambon, que vers l'an 1000 et même au-delà, le franco-provençal montait encore nettement davantage vers le nord, au-delà de Besançon, au-delà de Belfort, jusqu'au pied des Vosges. Et en ce qui me concerne, j'ai pu montrer, sur la base du constat toponymique, une fois de plus, dans plusieurs études que j'ai récapitulées dans mon histoire, qu'on parlait une sorte de proto-franco-provençal, donc ancêtre du franco-provençal, une langue qu'on reconnaît dans les toponymes, dans la forme des toponymes, dès le VIe siècle, dans une grande région de la Suisse occidentale qui a été perdue jusqu'à la germanisation qui commence vers le début du 7e siècle. La germanisation de la Suisse alémanique actuelle, elle aussi a pris plusieurs siècles, et au cours de ce processus, la latinité a donc perdu une grande partie de la Suisse occidentale, comme je le montre dans la première partie de mon histoire. Dans les grandes lignes, les frontières linguistiques actuelles n'ont été atteintes que vers le XVIe siècle. Donc le recul du gallo-roman vers l'ouest s'est poursuivi du 7e jusqu'au XVIe siècle. Et puis là, ce recul a été arrêté, en particulier, entre autres, par le prestige du français. Le franco-provençal n'a pas réussi à bloquer l'avancée d'un... Il y a combat entre dialecte et dialecte. Ce qui avance, c'est le dialecte alémanique. Ce qui recule, c'est le dialecte franco-provençal. Qu'en est-il maintenant du français, justement? En général, le grand public croit savoir que l'introduction du français en Suisse romande et la substitution du vernaculaire franco-provençal par le français sont dues aux événements de la réforme protestante au XVIe siècle. Tout d'abord, dans les régions qui ont adopté la réforme, évidemment, en réalité, comme j'ai pu le montrer dans mon histoire, il n'en est rien. Très schématiquement. Dans les régions qui forment aujourd'hui la Suisse romande, le français comme langue écrite, d'abord à côté du latin, arrive au cours du XIIIe siècle, ou un peu plus tard selon les régions, mais en tout cas très nettement avant la réforme protestante. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche. J'ai l'habitude de parler en public. Ça va, merci. Mais il faut le préciser, ce n'est pas le français central qui est arrivé. Paris, c'est très loin au Moyen-Âge et n'exerce aucune influence. La forme du français écrit en Suisse romande jusqu'au début du XVIe siècle, c'est une scripta plus ou moins influencée par celle de l'Est
bourguignon. C'est celle de Dijon ou de Besançon, où nos intellectuels sont souvent allés se former. C'est ce français-là qui a commencé à remplacer le latin et à se superposer au franco-provençal à l'écrit. C'est une question à laquelle j'ai consacré une bonne partie de mon chapitre médiéval, qui retrace l'histoire de cette introduction successive et la forme que cette langue a prise dans les documents. C'est ce que j'indique sur le schéma par le français petit a. C'est aussi la langue qui a commencé à être enseignée dans les écoles des petites villes de la Suisse romande, qui s'adressaient aux enfants de l'artisanat et des bourgeoisies locales à partir du XIVe siècle. Ce qu'il faut aussi souligner à ce sujet, c'est que pendant toute la période médiévale, personne en Suisse romande n'a jamais eu l'idée d'utiliser le vernaculaire franco-provençal comme langue écrite. On est passé directement du latin au français, un français qui évidemment pouvait être marqué plus ou moins par des influences de l'abstrait franco-provençal. L'introduction de ce français régional comme langue écrite, comme langue véhiculaire, et par conséquent une connaissance, ou du moins passive, du français dans une partie considérable des populations citadines, est documentée par exemple par les farces de Vevey bilingues, avec certains rôles en français, d'autres en franco-provençal, qui ont été composés et joués entre 1520 et 1525, donc avant la Réforme, dans cette petite ville, Vevey, située au bord du lac Léman. Écrire des scénettes partiellement en français n'aurait eu aucun sens si le public ne l'avait pas compris. Et un corollaire de cette connaissance précoce du français, c'est qu'elle a même été la condition préalable pour l'introduction de la réforme protestante en Suisse romande, dès le début des années 1530, par des prédicateurs comme Guillaume Farel ou Antoine Froment, bien avant Calvin, qui n'arrive qu'en 1936. C'étaient des hommes qui ne pouvaient pas connaître le vernaculaire franco-provençal en arrivant. Si ces prédicateurs ont trouvé leur public dans les petites villes romandes, on constate en revanche que dans des régions campagnardes, moins bien ou pas du tout scolarisées, les idées de la réforme ont eu beaucoup plus de peine à s'imposer. Or, ce qui s'est passé une vingtaine d'années après le début de la réforme protestante, à un moment qu'on peut situer vers 1550, c'est l'irruption du français petit b, c'est-à-dire le français proprement parisien dans les villes de Suisse romande qui avaient adopté la réforme, et en particulier à Genève. Le français parisien est arrivé avec les nombreux intellectuels parisiens et imprimeurs protestants tels que Conrad Bade ou Badius, ou Robert Étienne et son fils Henri, qui ont fui la France après la mort du roi François Ier en 1547 à cause des persécutions qui ont commencé sur Henri II et Catherine de Médicis. Ce sont ces imprimeurs parisiens qui sont devenus les éditeurs des traductions de la Bible en français, des écrits de Calvin et d'autres réformateurs. Et ce sont ces Parisiens de Genève qui ont imposé leur vision du seul vrai français, le leur évidemment, aux intellectuels de la Suisse romande, à qui ils ont résolument cloué le bec. Henri Étienne en particulier, très explicite à ce sujet. Il leur a fait comprendre que leur français régional ne valait rien, que la langue qu'ils avaient apprise à l'école depuis avant la Réforme n'était qu'une langue non naturelle, une langue d'importation, une langue, comme il écrit, adventice, venue de l'extérieur, comme Henri Étienne l'écrit explicitement. Concrètement, prenons le cas de François Bonivin, le plus grand humaniste de la Suisse romande, selon le jugement unanime des spécialistes de l'histoire des idées en Suisse romande. Bonivard était savoyard d'origine. Son père était conseiller à la cour des ducs de Savoie. Il est né en 1493, deuxième fils d'une famille noble destinée à une carrière ecclésiastique. Il a joui d'une éducation humaniste très soignée avant la Réforme. À la fin de ses études, vers l'âge de 20 ans, il était déjà multilingue, il savait le français, l'italien, l'allemand, sa langue maternelle, le franco-provençal,
et bien sûr les langues anciennes, latin, grec et hébreu. Et en abrégeant beaucoup, je me contenterai de... Enfin, sa biographie est intéressante, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Je me contenterai de dire que les circonstances de sa vie l'ont amené à Genève, qui de toute façon faisait partie de l'espace linguistique du franco-provençal savoyard. Il n'y avait aucun problème d'intégration. Il est devenu citoyen de Genève et au début des années 1540, la jeune République l'a chargé de rédiger la première histoire de la ville, les Chroniques de Genève. Or, les Parisiens exilés à Genève ont déclaré explicitement que son français était trop grossier, trop rude pour être publié, et par conséquent, aucun de ses ouvrages n'a été imprimé de son vivant. Clouer le bec. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que ces manuscrits, heureusement conservés, soient redécouverts par quelques érudits locaux. Il en va d'ailleurs de même pour ce portrait complètement imaginaire de Bonnivard qui a été réalisé par un artiste genevois du début du 19e siècle. Nous ne savons pas de quoi il avait vraiment l'air. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Les éditeurs modernes qui se sont penchés sur les œuvres de Bonnivard et sur sa langue ont pu constater à quel point sa langue est riche, succulente, à quel point il raconte bien. On l'a même appelé le Rabelais de la Suisse romande. J'ai consacré un chapitre entier à Bonnivard dans mon histoire. C'est un homme hautement cultivé, témoin d'une période charnière dans l'histoire intellectuelle de la Suisse romande. Il a écrit des ouvrages qui préfigurent à certains égards la linguistique moderne. Il a des idées étonnantes. C'est le premier linguiste de l'école de Genève, bien avant Saussure. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur un autre de ses manuscrits, encore inédit. C'est un homme passionnant et ses idées sont à la pointe de son époque. Mais le sort de Bonnivard et de ses contemporains explique pourquoi, par la suite, l'intelligentsia romande a tout fait pour s'approprier le français prestigieux des réfugiés huguenots et de l'enseigner dans ses écoles aux nombreux étrangers qui venaient et qui viennent encore faire leurs études à Genève et dans les internats UP de la Suisse romande protestante. Et à Genève en particulier sous l'Ancien Régime, parce que la Genève calviniste était réputée pour sa rigueur morale et donc beaucoup moins dangereuse pour les jeunes que la France, pays de perdition aux yeux des parents protestants. Mais il ne fallait pas que les parents de ces jeunes nobles sachent que pour se désennuyer, les jeunes se rendaient parfois en Savoie voisine, toute proche. Enfin, je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé pourquoi la ville de Genève s'appelle Geneva en anglais. La réponse est toute simple. Genève se disait Veneva en patois franco-provençal. Et c'est la forme dialectale que les étudiants anglais ont rapportée en Angleterre. Bon, ce bon français n'a pas seulement été enseigné aux étrangers, mais aussi aux enfants du pays pour qui une bonne maîtrise du français pouvait ouvrir une carrière d'enseignant ou de précepteur en Europe. En guise d'exemple, j'ai consacré un chapitre à Guy Miège, enfant de Lausanne, qui a fait carrière comme professeur de français à Londres dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Guy Miège est l'auteur d'un dictionnaire bilingue, français-anglais, qui a fait date en Angleterre et dans l'histoire de la lexicographie bilingue. Par ricochet, il semblerait même qu'il ait influencé celui de Richelet, selon une étude de Laurent Bray de 1986. Miège a également été l'auteur d'une très bonne méthode pour son temps d'enseignement du français à un public cultivé anglais. Évidemment, il faut le reconnaître. L'enseignement de ce bon français dans les écoles de la Suisse romande protestante n'a pas empêché qu'au contact entre le français scolaire et le franco-provençal vernaculaire, il se soit développé un français régional caractéristique. Et ce fait n'a pas échappé à un autre réfugié français, parisien lui aussi, arrivé à Genève en 1688. C'est François Poulain de Labarre, né en 47, c'est l'année de la publication des Remarques de Vaugelas,
C'était le fils d'un avocat au Parlement de Paris. Il avait fait de brillantes études de théologie. Il était devenu curé dans le nord de la France. Si vous le cherchez sur Internet, vous le trouverez facilement comme auteur de l'ouvrage qu'il a rendu célèbre. C'est son discours sur l'égalité des deux sexes, publié à Paris en 1673. C'est à lui qu'on doit la célèbre maxime reprise par Simone de Beauvoir, l'esprit n'a pas de sexe. Cependant, influencé par la pensée cartésienne, Poulain s'est converti au protestantisme, ce qui était très mauvais pour la santé à ce moment-là en France, ce qui l'a obligé à se réfugier à Genève, où il a été reçu habitant en 1688, puis bourgeois en 1716. Le choc linguistique pour cet intellectuel parisien semble avoir été considérable. Parce que 3 ans après son arrivée, en 91-91, il publie son essai des remarques particulières sur la langue française pour la ville de Genève, un petit livre de 82 pages qui a été longtemps presque ignoré. Maintenant, il est dans la collection informatisée des classiques Garnier. C'est un témoignage de premier ordre sur la façon de parler le français des Genevois cultivés vers la fin du XVIIe siècle. Je vous laisse les joies de la découverte si vous êtes intéressé dans les pages que je lui ai consacrées. Car c'est de loin la première tentative de décrire et de critiquer un français régional dans la longue histoire des ouvrages puristes consacrés aux variétés régionales du français qui paraîtront à partir du XVIIIe siècle. Le deuxième ouvrage carpologique analogue consacré aux Français de Toulouse, les gasconismes corrigés de Desgrouet, ne paraît qu'en 1766, plus de 70 ans plus tard. Regardons maintenant ce qui s'est passé du côté de l'oralité spontanée. Parce qu'il faut le souligner, même si le français, dans une forme plus ou moins standardisée, s'est imposé dans l'enseignement, sans réussir à tous les régionalismes, évidemment, et que dès le XVIIe siècle, l'analphabétisme a été pratiquement éradiqué dans les régions qui avaient adopté la réforme, la vitalité du vernaculaire franco-provençal, qu'on appelait traditionnellement roman, en Suisse romande, c'est pour ça que c'est la Suisse romande. On parlait de langage savoyard à Genève, effectivement, parce que le genevois était une forme du haut-savoyard. Donc, la vitalité du vernaculaire franco-provençal n'a aucunement été entravée, contrairement à ce qu'on a souvent pensé, a souvent écrit. Même les enfants des réfugiés huguenots se sont acculturés. Et à la fin du XVIIe siècle, au moment du deuxième refuge huguenot, après la révocation de l'édit de Nantes, 85, il y a eu des mouvements de rejet contre les nouveaux arrivés qui ne parlaient pas ou qui ne parlaient pas encore la langue du pays. Mais leurs enfants s'y sont parfaitement mis. Bon, malheureusement, à ce sujet, on a très peu de traces. L'oral spontané laisse peu de traces, mais on a des témoignages très clairs jusqu'au début du XIXe siècle dans toutes les couches sociales de la population pour le maintien du vernaculaire franco-français. Je ne peux pas évidemment vous détailler tous les éléments du dossier ici, vous le trouverez là. Pour être précis, il faut que j'avoue que dans le dernier quart du XVIIIe siècle, vers 1780, pour être précis, j'ai trouvé les premiers signes d'un rejet très net du vernaculaire traditionnel chez le représentant d'un groupe social particulier à Genève. C'est Isaac Cornuau, qui a joué un rôle important dans la politique locale genevoise entre 1770 et 82. Ses grands-parents s'étaient installés à Genève comme réfugiés huguenots, mais leur petit-fils n'avait toujours pas réussi à obtenir le droit de cité à Genève, parce que les taxes pour la naturalisation avaient été augmentées de manière inconsidérée. Cornuau était le chef de file du groupe politique des natifs à Genève, qui formait désormais plus de la moitié de la population.
Les natifs étaient les descendants des réfugiés huguenots qui, comme Cornio, avaient obtenu le droit de séjour, mais n'avaient pas réussi à se faire naturaliser, de sorte qu'ils n'avaient aucun droit politique dans la cité. Or, dans son combat politique pour l'égalité politique, Cornio a publié plusieurs pamphlets, en français bien sûr, dans lesquels il dit le plus grand mal du langage vernaculaire genevois. Il est le premier dans ma documentation qui oppose le bon français au langage savoyard local qu'il traite de patois et de jargon. Donc deux termes extrêmement négatifs et méprisants. Il n'y a aucun doute qu'il le comprenait, mais on ne sait pas s'il le parlait. Malheureusement, on ne sait pas non plus dans quelle mesure l'attitude négative de Cornio à l'égard du dialecte genevois était fréquente parmi les natifs, exclus de la bourgeoisie genevoise, étrangers dans la ville, étrangers entre guillemets, dans la ville où ils étaient nés, et qui auraient ainsi thématisé leur mise à l'écart de la société genevoise par leur choix linguistique. Mais il pourrait aussi s'agir de l'expression d'une attitude qui se propage de manière analogue à cette époque-là dans la bourgeoisie des villes françaises. Je n'ai pas plus de... Parallèlement, il faut le souligner, pendant cette même période, le vernaculaire genevois reste la langue parlée identitaire dominante dans les milieux des anciens citoyens genevois de toutes les couches sociales. Aristocratie locale, petits bourgeois, artisans, ce qui se manifeste par toute une série de pamphlets politiques rédigés en franco-provençal savoyard dans les années qui précèdent la Révolution française et la Révolution genevoise qui aura lieu en décembre 1792. Un des exemples les plus caractéristiques à cet égard, ce sont les dialogues sur l'Assemblée nationale entre Jacquet et Jean-Marc, publiés en dialecte et sans la moindre traduction dans le cadre de la campagne politique de janvier 93-93 pour l'élection de la nouvelle Assemblée nationale genevoise par Charles Pictet de Rochemont, fils d'une des vieilles familles aristocratiques de la ville, un des notables genevois les plus réputés. C'était un homme extrêmement cultivé. Il parlait couramment le français, bien sûr, l'anglais, l'allemand et l'italien. À l'âge de 20 ans, il était entré au service du roi de France, Louis XVI, comme officier de la garde suisse. À 30 ans, à l'âge de 30 ans, en 85, il rentre à Genève pour se marier. Dès 88, il est membre du Grand Conseil genevois. Il est secrétaire d'État, auditeur de justice en 90. Or, cet aristocrate plurilingue maîtrise aussi parfaitement le dialecte genevois. Il me semble qu'on a trop souvent oublié dans l'histoire linguistique française que dans leurs propriétés foncières à la campagne, les aristocrates partout en France et surtout dans le Sud étaient bien obligés de s'adresser en dialecte à leur personnel, aux nourrices de leurs enfants, à leurs métayers, à leurs administrateurs. Même s'ils parlaient français entre eux, ils devaient pratiquer le dialecte de leur région d'origine sans s'en vanter. Quant à Pictet, on raconte de lui que jusqu'à la fin de sa vie, il se servait fièrement de son dialecte en public. Lorsqu'il en avait une occasion, sans en être gêné le moins du monde. Et on a un exemple neuchâtelois comparable en la personne du banquier Jacques-Louis de Pourtalès, fils d'huguenot émigré, réfugié, fondateur, bienfaiteur de l'hôpital qui porte encore aujourd'hui son nom à Neuchâtel. Lui aussi, à l'occasion, s'adressait fièrement en dialecte neuchâtelois en public. Donc, cet aristocrate genevois, il utilise le dialecte genevois comme langue identitaire pour présenter ses idées dans le cadre de la campagne politique pour la future Assemblée nationale genevoise. Selon l'historien René Merle, il s'agit là d'une véritable particularité genevoise. On ne connaît rien de comparable dans l'histoire de la France. Par cette pratique du dialecte local, Pictet signale à ses lecteurs qui ont tous appris à lire et à écrire le français à l'école et qui l'utilisent comme langue
écrite habituelle, mais il dit, en utilisant le dialecte, je suis un des vôtres. Et cette pratique souligne encore une attitude farouchement indépendante de la petite République genevoise à l'égard du grand voisin français. On est genevois, on n'est pas français. Et ce maintien de cette pratique du dialecte local, même dans les plus hautes couches sociales de la ville, jusque dans les premières années du 19e siècle, est encore attesté par Philippe Plan, qui était directeur de la Bibliothèque publique de Genève, en 1870, dans la préface de son édition de La Conspiration de Compézières. C'est un poème satirique en dialecte genevois de la fin du XVIIe siècle. Plan écrit « Il n'y a pas très longtemps que presque chacun chez nous, à la ville comme dans les villages, comprenait et parlait cet idiome. On voyait même sous le régime impérial, donc pendant le rattachement de Genève à la France, des magistrats de l'ordre judiciaire s'en servir pour interroger ceux de nos voisins annexés savoyards qui ne comprenaient rien du français. Mais la fin de cette pratique est imminente. Comme le même Plan continue dans sa préface, mais peu à peu, dès la première enfance de la génération qui s'en va, l'usage du patois tendit à disparaître. Donc, je situe la rupture dans la transmission du dialecte local dans les 20 premières années du 19e siècle. Et comme j'ai essayé de l'indiquer dans mon schéma, ce qui caractérise donc notre histoire linguistique au cours du 19e siècle, c'est une véritable rupture. C'est le passage rapide de la diglossie traditionnelle avec le français comme langue écrite dominante et le franco-provençal comme celle de la communication orale au monolinguisme français. Les raisons du recul rapide du vernaculaire traditionnel sont multiples. Certaines sont d'importation française, où le combat contre les patois et les langues régionales de France devient violent à la suite de la Révolution. D'autres raisons sont spécifiquement locales. C'est encore une thématique que je ne pourrais pas développer ici. Il faut bien que vous ayez encore quelque chose à découvrir dans le livre. Ce qui accompagne l'adoption massive du français dans l'usage oral, c'est un nouveau discours en Suisse romande au sujet de la norme à adopter. Car au moment où des couches de plus en plus larges de la société passent au français dans l'oralité quotidienne, il se développe de nouvelles formes de français régional. Le même phénomène est connu dans toutes les régions du monde francophone. Dans ce contexte, inévitablement, il se pose la question de la légitimité, entre guillemets, de ces français régionaux par rapport à une norme du français identifiée au sociologue d'une certaine élite parisienne faussement considérée comme homogène. Ainsi, à côté d'un discours puriste à outrance du genre « il faut parler comme le dictionnaire de l'Académie française », certains auteurs développent une argumentation très nuancée en constatant que le français doit nécessairement enrichir son lexique pour couvrir les besoins communicatifs nouveaux de ces nouveaux utilisateurs. Le français régional légitime est donc conçu non pas comme un système linguistique à part, mais comme un complément lexical par rapport au français commun. Dans la préface de son petit livre consacré au dialecte neuchâtelois, c'est le terme qu'il utilise pour parler du français régional de Neuchâtel, publié en 1825, le pasteur et plus tard professeur à l'Académie de Neuchâtel, ancêtre de l'université, Alphonse Guibert écrit donc: nous avons des ustensiles de cuisine, des meubles de cave et une foule d'autres choses qu'on n'a pas en France ou qui n'y sont pas tout à fait les mêmes. Il faut pourtant leur donner un nom, et tant que messieurs les lexicographes français n'auront pas fait une langue qui satisfasse aux besoins de tous les pays où on parle la leur, nous aurons fort raison de prendre, et dans l'allemand, et dans le vieux français, et dans notre patois, les mots nécessaires à notre usage. Et même plusieurs de ceux que nous avons empruntés au patois sont bien plus expressifs
que les mots français qui y correspondent. Il se développe ainsi une sorte de revendication romande, une sorte de droit à l'altérité linguistique, environ 50 ans avant que des idées semblables soient également documentées au Québec. Le modèle théorique qui se dégage de ces réflexions pourrait être symbolisé par ce schéma dans lequel je distingue le français commun, la variation régionale, c'est-à-dire des mots et des expressions régionales qui possèdent un équivalent en français commun, 92, 72, et beaucoup d'autres, et la four, et les spécificités régionales. Pour les auteurs romans du XIXe siècle, les spécificités du français régional semblent légitimes, alors que la variation, les expressions qui ont un équivalent en français commun, ne l'est pas. Bon, il faut que je m'arrête là, même si mon histoire couvre également le XXe siècle, et les discours linguistiques souvent très puristes à l'égard de notre français qui les caractérise. Dans ce contexte, il faut que j'avoue une chose, je n'ai pas cherché à rester neutre à l'égard d'un certain discours puriste roman qui cherchait explicitement à culpabiliser le public roman en lui faisant croire que son français était naturellement mauvais, à la manière d'un Henri Étienne au XVIe siècle par rapport à un français standard prétendument homogène. J'ai donc plutôt cherché à défendre l'idée d'un français moderne pluricentrique en adoptant la formule proposée par Jean-Pierre Chambon en 1997-97. Les Français régionaux ne sont pas autre chose que les formes régionales, réelles et concrètes du français tout court. Quoi qu'il en soit, je pense que vous l'avez compris, l'histoire linguistique de la Suisse romande est un pan de l'histoire linguistique générale du français et des pays aujourd'hui francophones. Et à ce titre, il me semble qu'elle mérite d'être mieux connue, même en dehors de mon petit pays. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci pour cette magnifique présentation qui nous a aussi aidé à remettre un peu en place des idées, des connaissances sur ce pays si mal connu, n'est-ce pas, de la France. Et je crois que c'est vraiment juste, hein, ce constat. La parole à vous, les questions. Oui. Je me suis posé une question, puisque jusqu'au début du XIXe siècle, le français était moins généralisé en Suisse romande. Donc jusqu'au début du XIXe siècle, quels étaient les rapports linguistiques entre les Suisses de Suisse romande et de Suisse alémanique? J'ai eu l'occasion d'étudier cette question dans les années 1780 à 1820, sur la base des rapports de la police qui cherchait les signalements policiers des malfaiteurs. Et c'est là, sur à peu près 10% de ces signalements, on apprend quelles sont les langues parlées par les malfaiteurs cherchés. Bon, c'est un corpus réduit, mais parfaitement objectif. Oui. Non, objectif, non. Parce que c'est pas représentatif, parce qu'on ne sait pas si le rapport de la police est complet. Si toutes les langues connues sont mentionnées. Mais on a une attestation positive sur les langues mentionnées. Et là, j'apprends que dans le canton de Neuchâtel, les ouvriers qui arrivent jusque vers 1790 et qui sont employés dans les vignobles, etc., dans l'agriculture, ils se mettent au dialecte local. À partir du 19e siècle, ces mentions disparaissent. Donc, les ouvriers alémaniques qui arrivent apprennent le français, n'apprennent plus le dialecte. Donc, la rupture se situe dans la même période. Vous avez les statistiques précises dans le chapitre correspondant canton de Neuchâtel. J'ai répondu à votre question. Oui, totalement.
question. Moi, je me demandais cette conspiration de Compesière, 1695. Est-ce que donc c'était un manuscrit puisqu'il a été C'était un manuscrit qui n'a pas pu être publié du vivant de l'auteur à cause de la censure locale genevoise. ok. C'était trop agressif contre les Savoyards. C'était une parodie contre les curés savoyards qui conspirent pour reprendre Genève. Oula. D'accord. Quelque chose qui, pour moi, représente le genre littéraire de la menterie. Mhm. C'est-à-dire, ça raconte pas des mensonges, mais des faits complètement imaginaires. Les curés qui se réunissent, qui conspirent et qui distribuent déjà les biens repris à Genève. Donc, par un monsieur Musset, qui était artisan orfèvre en ville de Genève, ça a dû être lu dans des cercles intimes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce manuscrit a été récupéré donc par ce Philippe Plan au Plan, au 19e siècle. Il n'a pas été connu de. Est-ce qu'il a circulé et est-ce que Il a dû circuler dans des cercles privés. Le manuscrit, on se l'est passé. voilà. Et est-ce qu'il y en a beaucoup donc du 17e? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Oui, je vous renvoie à ma bibliographie. Chapitre Genève, j'indique ce qu'on a comme source. Il y a bien sûr la chanson de l'Escalade, qui a donné l'hymne national genevois en dialecte local. Ainsi périront les ennemis de Genève, là, c'est ça. Oui, enfin, c'est en vernaculaire franco-français. Et d'accord. Et ces manuscrits ont beaucoup circulé, ont permis de construire une sorte de petite culture d'écrit Mais justement, au 18e, milieu du 18e, et c'est surtout le mérite de l'historien français Philippe Merle. Quel était son prénom? Je l'ai mentionné, Merle. Robert. Non. Merle, je l'ai dit. Comment il s'appelle déjà? Je l'apprécie beaucoup. C'est lui qui a permis de redécouvrir ses ouvrages. D'accord. Qui a dit que c'est une particularité. René Merle. Tout un débat politique en dialecte de Genève, imprimé, dans des imprimés, dans des pamphlets imprimés. Je pense que ces pamphlets reflètent une culture du débat dans les cercles politiques, les clubs politiques qui existent à Genève à ce moment-là, où les citoyens de Genève, qui sont locuteurs du vernaculaire local, discutent évidemment en dialecte. Et donc, il y a ces pamphlets qui sont publiés en dialecte, sans jamais la moindre traduction. Il signifie que tout le monde pouvait les comprendre, ou était censé les comprendre. Oui, Jacques. Oui, j'étais vraiment très, très intéressé par tout votre exposé, mais essentiellement une partie qui montre qu'il y a une diglossie double, qui est à la fois sur le franco-provençal et le français, mais également sur les formes écrites et orales. Et le schéma me semble très, très intéressant parce vous montrez bien qu'il y a un décalage historique entre les deux. Et on a d'autres études sur d'autres régions qui montrent également un tel décalage. D'accord? Et ça, c'est intéressant à observer parce que la difficulté, c'est d'arriver à cerner les facteurs qui ont, présidé à une telle différence, un tel écart chronologique entre ces deux diglossies. Et ça, je trouve ça passionnant parce que, alors, la collègue, là, c'est de nouveau, mais vous évoquez, quels étaient les écrits, on va dire les écrits ordinaires, pour faire vite sans que ce soit péjoratif, mais quand on a étudié, Gilles le sait bien parce que on a beaucoup travaillé avec les collègues de Montpellier sur la correspondance de la guerre 14-18, où on voit que dans cette correspondance, les soldats et leurs familles correspondaient en français.
Et C'est la quand- seule langue Voilà. qu'ils ont appris à Alors, est-ce que vous avez observé de tels phénomènes qui expliqueraient également cet écart, ce double écart? Chez nous, c'est absolument constant. Ouais. Il y a peut-être 1% d'écrits en franco-provençal Ouais. et 99% d'écrits en français. Ça, Parce que c'est en français qu'on apprend à lire et à écrire. Et voilà. Tout à fait. Ça ne signifie strictement rien sur l'oral. Non. Il y a les deux choses. Sauf que ce que vous évoquez, c'est-à-dire par exemple les scénettes, des scénettes jusqu'à certains écrits qui semblent être effectivement compris Oui. et qui sont assez proches du franco-provençal. Il y a des rôles. Certains rôles sont écrits en français, certains rôles sont écrits en franco-provençal. La conservation du manuscrit est très mauvaise. On ne sait rien des exécutants. On ne sait pas pourquoi l'auteur, qui était notaire, un notaire savoyard à Vevey, Vevey faisait encore partie de l'espace savoyard, donc un notaire savoyard, c'est tout à fait normal à Vevey. Il a d'ailleurs acquis la bourgeoisie de Vevey, et son franco-provençal a été étudié par un collègue, un prédécesseur, Marzis. Son franco-provençal est parfaitement local. Dans la forme de son franco-provençal est parfaitement indigène. Et à côté de ça, et bien sûr, il sait le français, comme il sait aussi notaire savoyard, il sait aussi le latin. Mais on ne sait pas pourquoi certains rôles ont été rédigés en dialecte et d'autres en français. Alors, on ne peut rien dire là-dessus. On peut déjà être très content que Zygmunt Marzis ait réussi à identifier l'auteur grâce à son écriture très particulière. Donc, dans une même scène, il pouvait y avoir alternance des personnages dans les deux langues? Oui. Ok. Ouais. Qui parlait sans doute. Certains rôles en français, certains rôles en... Alors, quel était le sens de ce bilinguisme? On ne le sait pas. On constate simplement. J'ai été, pour avoir très souvent été en Suisse, notamment à Genève, mais également en Suisse romande, j'ai toujours, vous avez évoqué les facteurs, on va dire, politiques pour faire vite, mais j'ai toujours été frappé de la manière, des discours tenus par les Genevois sur leur identité. Oui. Genevois, d'ailleurs, ils parlent de république genevoise, et pas uniquement de la région, et c'est assez étonnant. Mais elle est aussi, comment dire, autonome intellectuellement vis-à-vis de la France que vis-à-vis de la Suisse. Et c'est assez étonnant de voir comment une telle autonomie à la fois intellectuelle, politique et donc linguistique apparaissent particulièrement à Genève. Mais vous savez, à Neuchâtel, on a la même situation. Et oui. Neuchâtel a été une principauté prussienne jusqu'en 1848. Et la République neuchâteloise est encore consciente de sa particularité. Je dirais même qu'il y en a qui regrettent encore le passé prussien. Si Neuchâtel était restée prussienne, elle aurait pu devenir un Monaco des Alpes, ou plutôt du Jura. Maintenant, c'est un pays pauvre. John, oui. Est-ce qu'on observe une différence entre patois et dialecte dans les documents? Alors, c'est une question de mots. Pour moi, patois est le terme négatif pour connoter pour dialecte. Mais le mot... Mais tous les dialectophones que j'ai encore connus en Suisse romande parlent de leur patois. C'est le terme qui s'est imposé. Oui. La collection, d'ailleurs, s'appelle le glossaire des patois de la Suisse romande. Oui. Mais le gigantesque vocabulaire maintenant est arrivé à la lettre IJK en plus d'un siècle de travaux. C'est le glossaire des patois de la Suisse romande. Oui. Mais vous avez noté vous avez noté la présence du mot dialecte en 1825. Oui. Vous avez cité un texte. Est-ce qu'il y a d'autres attestations avant? Déjà, les auteurs de la Renaissance ont une attitude positive parlent de dialecte. Ceux qui ont une attitude négative, Henri Étienne, parle de patois. Oui, mais pour désigner les variétés de Suisse romande. On parle de roman.
Oui. La langue, notre langue s'appelle le Mhm. roman, ou alors à Genève, le langage savoyard. Et On ne parle pas de langage patois, savoyard, d'accord. c'est le langage savoyard. Les textes dialectaux publiés à Genève sont publiés en langage savoyard. Savoyard, d'accord. Les poèmes Pas dialecte, satiriques, alors, d'accord. Oui. les poèmes satiriques sont publiés Oui. dans l'intitulé en langage savoyard. Pas dialecte. C'est pas des dialectes, c'est une langue, c'est le langage savoyard. Est-ce qu'il y a des questions des personnes connectées? Vous pouvez enlever ça peut-être. Voilà, cet ordinateur, il commence à... N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je ne sais pas comment je pas. En tout cas, ils nous entendent. Et je pense qu'on les entendra s'ils ouvrent leur micro. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas l'impression. Partager l'écran, peut-être. Pardon? Peut-être arrêter de partager. C'est fait, c'est fait. Mais nous, on les voit bien, mais on ne les voit pas là, malheureusement. Oui. Bon, c'est que c'est. Il ne faut pas quitter la réunion, hein. Voilà. Non, je ne quitte pas la réunion. Non, mais bon. Oui, excusez-moi, je viens une Ah, question. voilà, très bien, merci. Désolée. Oui, Alors, allez-y. ce serait juste pour savoir s'il y avait dans votre ouvrage un chapitre sur donc, les imprimeurs français qui ont imprimé à Genève. Oui. D'accord. Oui, je discute leur position, leur prise de position. Robert Estienne, Henri Estienne, Théodore de Bèze, qui sont explicites dans leur prise de position quant aux Français qu'il faut parler. Écrire. Ah, très bien, d'accord. Parce qu'en fait, je travaille avec Madame Pouémono sur l'orthographe des poètes de la Pléiade. Alors, je n'ai pas d'imprimeur à Genève, mais ça m'intéresserait tout de même de consulter les avis de certains imprimeurs. Et vous verrez même une comparaison du même texte de Théodore de Bèze chez deux imprimeurs différents qui se distinguent par leur orthographe. Donc, il n'y a pas encore d'homogénéisation de l'orthographe à ce moment-là, même à Genève. Ah, très bien, mais tout de même, ouais, ça m'intéresserait pour analyser justement. Il y a deux éditions de l'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, et les textes se distinguent dans l'orthographe à quelques années d'intervalle. Bien, merci beaucoup, c'est un ouvrage que je consulterai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais dans ces cas-là, la question de l'orthographe nous fait une très bonne transition, puisque la séance prochaine du GELF aura donc lieu le 24 octobre, et nous entendrons les auteurs de deux ouvrages récents sur l'histoire de l'orthographe, qui sont Bernard Cerchilini donc, et Gabriela Paroussa, qui viennent de publier tous deux des ouvrages sur l'histoire de l'orthographe, et j'ai choisi de les réunir pour faire une sorte d'après-midi qui soit à la fois de la présentation d'actualité et thématique, d'une certaine manière aussi. Merci encore aux deux invités cet après-midi. Peut-être encore. Et à bientôt à tout le monde. C'est court, mais c'est. Mais c'est un peu une histoire de sociologie. Le français a évacué le franco-provençal, mais a en